Lundi 20 juin 2016, mesdames, messieurs, bienvenue. L'actualité sur Eden TV. Le sommet, lancement ce matin de l'examen du baccalauréat session de juin 2016. Ils sont au total 115 322 candidats composés pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Le top des épreuves a été donné ce lundi dans la commune d'Aoumé-Calavi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Hors du Bénin, après un séjour de 2 semaines à Londres pour raison de santé, le président nigérien Muhammadu Buhari est enfin de retour ce dimanche à Abuja. Buhari a quitté le Nigeria le 6 juin dernier à la suite d'une otite persistante. Et puis hors du continent africain, des Britanniques vivant au Portugal sont divisés à propos du référendum sur l'Union européenne dans leur pays. Nous en parlerons dans un instant. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. L'examen du baccalauréat session de juin 2016 a démarré ce lundi 20 juin 2016 au Bénin. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a procédé au lancement officiel des épreuves ce matin dans la commune d'Abomey-Calavi. Horacia Djodji et Romaïk Devoshi pour le point. C'est à l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans la commune d'Abomey-Calavi, l'un des nouveaux centres d'examen retenus pour cette année, que la ministre de l'Enseignement supérieur, accompagnée de son homologue du secondaire, a lancé officiellement les épreuves écrites du baccalauréat, session de juillet 2016. 15 322 candidats sont à la quête de ce premier diplôme universitaire. Aux candidats, nous avons déjà avec toute l'équipe et mon collègue de l'enseignement secondaire, nous leur avons souhaité bonne chance, et que c'est une épreuve comme tant d'autres, c'est un examen, ce n'est pas un concours, donc ils vont avoir ce qu'ils ont appris dans les classes tout au long de l'année, juste un rendu de ce qui est fait au cours de l'année. Donc nous les avons encouragés, nous leur avons dit que nous souhaitons avoir 100% de succès. Pour ceux qui vont prendre le relais après les examens, c'est les enseignants. Beaucoup de rigueur dans la correction, mais aussi beaucoup de flexibilité pour pouvoir comprendre ce que les candidats ont fourni sur leur feuille. Près de 500 candidats composent dans cet établissement de confession religieuse et le choix de ce centre pour abriter le lancement n'est pas anodin. Nous sommes ici pour lancer le bac 2016 pour prouver que ce n'est pas seulement dans les établissements publics que nous lançons le bac, parce que le partenariat public-privé dans l'enseignement doit être renforcé pour un enseignement de qualité. Nous ne ferons pas de cadeaux aux établissements indélicats, ceux qui font de la sous-traitance, ceux qui retiennent la convocation des candidats et candidates. Nous allons leur appliquer la sanction la plus rigoureuse qu'il faut pour servir de modèle, pour que les autres établissements se mettent au point, pour qu'au bac 2017, nous n'aurons plus ces insuffisances constatées au niveau des établissements privés. 149 centres de composition sont retenus pour accueillir les 37 916 filles et 117 416 garçons qui planchent pour le bac session 2016, soit un effectif total de 15 322, un chiffre légèrement en baisse comparativement à l'année dernière. Toujours à propos du baccalauréat 2016 au Bénin, à quelques heures du démarrage des épreuves, la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odila Tanasso, dans un message s'est adressée aux candidats. Suivons ici un extrait de son message au micro de Fréjus Seulan. 115 322 candidats composeront dans les 149 centres de composition répartis sur l'ensemble du territoire national. 3 nouveaux centres sont ouverts cette année. Je voudrais ensuite m'adresser aux candidats et candidates et leur dire que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours. Il est tout juste comme un devoir surveillé et vous serez évalués sur ce que les professeurs vous ont appris tout au long de l'année scolaire. Vous ne devez donc pas avoir peur des épreuves. Elles sont à votre portée. Je vous souhaite bonne chance et j'espère retrouver un grand nombre de bacheliers et bachelières après les diverses délibérations. Aux parents, je voudrais leur demander de prendre soin de leurs enfants. Mettez-les en confiance et assurez-vous que leur kit est prêt. À tous les acteurs du baccalauréat,
Je voudrais vous encourager à davantage d'ardeur dans le travail afin de maintenir haut le label et la crédibilité de l'examen. Je tiens à saluer particulièrement tous les enseignants et enseignantes qui, durant des mois, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que les candidats soient formés et soient prêts pour affronter les épreuves du baccalauréat. Tout est fin prêt. L'examen se passera dans de bonnes conditions et dans de très bonnes conditions. Les candidats ont reçu leur convocation de même que les surveillants et surveillantes de salle. Tous les centres sont apprêtés pour accueillir les candidats et candidates. Le matériel lourd et le matériel sensible ont été déjà réceptionnés. Des problèmes existent surtout au niveau de certains établissements privés qui font de la sous-traitance, qui ne sont pas autorisés et qui pourtant exercent illégalement. D'autres retiennent la convocation des candidats et candidates et d'autres encore tronquent le cycle régulier de formation des apprenants et apprenantes. Je les mets en garde de la manière la plus énergique. Les responsables d'établissements qui seront épinglés pour ce baccalauréat 2016 subiront la rigueur de la loi. Autre info dans cette édition, communication gouvernementale, regard croisé des observateurs. C'est le thème qui a été au cœur des débats ce vendredi entre professionnels des médias au Café Média Plus. À ce rendez-vous, les journalistes ont analysé la communication du gouvernement. Fréjus Serouan et Romaric Devoshi pour le reportage. Difficile de succéder à Boni Yayi sur le plan de la communication. Quelques mois après son départ, son style propagandiste, son omniprésence dans les médias a laissé la place à un système de communication moins agressif dont le chantre n'est autre personne que le président Patrice Talon. Sans cautionner totalement la nouvelle stratégie, Léon Koboudé semble avoir une explication sur la méthode Talon qui ne manque quand même pas d'éléments positifs. Quelqu'un qui s'est révélé en période de communication de crise ne peut pas communiquer de la même façon que d'autres leaders qui ont connu une communication institutionnelle normale, une communication apaisée et tout. Donc, je m'amuse même souvent à dire que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui se révèle bon quand il est en confrontation. Mais quand il n'y a personne en face de lui, je crois qu'il s'ennuie au fait. On a un chef de l'État qui a compris que les ministres ont un rôle dans le gouvernement. Moi, j'ai été très séduit du fait que si je prends l'exemple de la crise au sein de la Fédération béninoise de football, je suis sûr que si Boni Yayi était encore là, c'est lui qui allait prendre en charge la communication publique sur cette crise-là. Je crois que c'est important de le souligner et je vois une similitude dans la démarche avec celle de Mathieu Kérékou. Suppression des cellules de communication sectorielles, livraison des informations au compte-gouttes. Pour Gérard Guédegbe, ces initiatives du gouvernement Talon contribuent à nuire à la communication gouvernementale. Le peuple est insatisfait parce qu'ils disent on a élu quelqu'un qu'on ne voit pas et ils s'alimentent de rumeurs. Et ça, je dis, c'est extrêmement grave. La dernière fois, il y a eu 2 photos qui fusent là sur les réseaux sociaux, on voit le président Ouida. Le président n'est pas un clandestin. Il faut une action publique éclairée et transparente. Entre-temps, on dit commission des concours, là, le président a démissionné et c'est un flou. Lorsque vous entretenez un flou comme ça, je suis certain, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Ça marche dans un régime poutinien. Avec la situation de vide que crée l'actuel gouvernement, les partisans de Yayi, ils prennent la place. Il faut que le gouvernement sache que la communication gouvernementale et publique est une nécessité et un must, c'est-à-dire que c'est un devoir. Si la démarche Talon est motivée par la peur de son gouvernement de verser dans une communication politique excessive, les conférenciers invités à cette causerie hebdomadaire des journalistes béninois pensent que le président devrait quand même modifier sa stratégie de communication. Il peut suggérer que dans sa stratégie de communication, on mette un peu plus l'accent sur l'information de développement économique, environnemental. Et c'est ça le travail que vont faire ceux qui vont se mettre à dire on veut créer une architecture de la communication gouvernementale. C'est d'abord l'intention de celui qui veut communiquer. La présence physique a un rôle irremplaçable. Donc moi je crois que Boni Yayi avait cette qualité-là et je crois qu'il a gardé jusqu'au dernier jour de son mandat. C'est extraordinaire, même s'il se mettait très mal en scène quelquefois. Alors donc,
on a envie de voir le président de la République actuel sur le terrain. Parce que le pouvoir aussi a besoin d'être scénarisé. La figure paternelle des citoyens, les gens le voient comme le dernier recours. Donc on a envie d'être rassuré. Sa présence rassure, son absence inquiète. Dans un environnement médiatique infesté par les réseaux sociaux, une communication gouvernementale transparente sur les actions de l'exécutif permettrait davantage de renforcer la démocratie. Direction à présent l'université d'Abomey-Calavi pour parler de la célébration du Gari, farine de manioc, à travers le concours de meilleurs délayeurs du Gari. C'est une initiative de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE. L'événement qui était à sa 23e édition s'est déroulé sur le campus d'Abomey-Calavi ce vendredi et devant la communauté universitaire. Voici l'ambiance et quelques propos recueillis sur place par Ahmed Arekpa et Denis Maouya. Debout, tout le monde debout. À trois, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous attendez d'abord. En fait, la fête du Gari, ça a été initié par les anciens de l'EACE. Et le contexte exactement, c'est de célébrer les meilleurs délayeurs de Gari. Parce que dans le contexte universitaire, vous savez, quand vous quittez les amphis, vous venez, la première chose que vous prenez d'abord avant de penser au cahier, c'est le Gari. Surtout quand vous n'avez pas les moyens. Et c'est cet élément-là, mais cette nourriture-là, parfois, qui sauve la majorité des étudiants, surtout quand nous sommes dans la galère. Donc, pour amuser la galerie et célébrer cet élément qui nous sauve, notre sauveur naturel, on a essayé d'initier depuis 23 ans la journée de fête du Gari. Le Gari là, bon, c'est la nourriture préférée des étudiants. Bon, ça prouve réellement que les étudiants sont les meilleurs délayeurs du Gari. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Donc une fête de Gari, c'est une manière pour moi de rendre hommage au Gari. Et voilà, on est venu au concours, c'est le jeu, on est venu s'amuser, je suis venu m'amuser, voilà un peu. Le Gari à l'université d'Abomey-Calavi, c'est toute une histoire. Hors du Bénin à présent, après un séjour de 2 semaines à Londres pour des raisons de santé, le président nigérien Muhammadu Buhari est enfin de retour ce dimanche à Abuja. Âgé de 73 ans, Buhari a quitté le Nigeria le 6 juin à la suite d'une otite persistante selon la présidence. Écoutons quelques précisions sur ce voyage avec le porte-parole de la présidence. Ceux qui critiquent le président n'ont pas compris ce qu'il a dit plus tôt. Il a dit qu'il se faisait examiner par des médecins nigérians, mais comme il passait ses vacances à l'étranger, les experts ont pu l'examiner là-bas aussi. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas été traité dans le pays. Il a été bien traité, mais comme il est parti en vacances, les médecins et les experts ont pu l'examiner de nouveau. Effondrement d'un immeuble en construction à Douala, la capitale économique du Cameroun hier dimanche. Bilan au moins 5 morts, un accident qui pose la question du respect des normes de construction. D'après les autorités, suivons quelques explications suite à l'accident. Je disais tantôt qu'il y a eu un effondrement d'un immeuble à Douala hier dimanche, un accident qui a fait au moins 5 morts et qui pose la question du respect des normes de construction d'après les autorités camerounaises. On va poursuivre toujours sur le continent depuis 2001. La journée mondiale des réfugiés se déroule le 20 juin. Elle vise à faire connaître la situation extrêmement difficile et l'urgence dans laquelle se trouvent plus de 60 millions de réfugiés et de déplacés à travers le monde. La chanteuse malienne Rokia Traoré a été nommée ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ACR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nesso, la chanson, titre de son dernier album écrit en 2014. Après une visite à des réfugiés maliens au Burkina Faso, leur est dédiée. Voici le reportage. C'est en musique
que Rokia Traoré exprime son désarroi. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Dans son clip, l'artiste malienne s'insurge contre le sort réservé à ceux que les guerres et les crises économiques jettent sur les routes sans trouver de pays d'accueil. Moi, quand j'y pense, ça me donne la chair de poule. C'est pour ça que j'avais envie de l'exprimer. Comme ça me permet de m'alléger, parce que moi, j'y pense, j'arrête pas d'y penser et réfléchir à la sorte de monde qu'on est en train de créer. Nesso. Nesso, c'est aussi le titre du 6e album de Rokia Traoré. Nesso. Cela signifie chez soi dans sa langue maternelle. Ce morceau, elle l'a écrit après une visite à des réfugiés maliens dans un camp du Burkina Faso. Depuis 2012, le nord du Mali est confronté à un conflit armé sans précédent. Plus de 200 000 personnes ont dû quitter leur maison. Ça n'est pas de gré qu'ils sont là. C'est un peu ça qu'il va falloir que les gens comprennent. Ils n'ont pas envie de quitter chez eux. S'ils se retrouvent là, c'est qu'il y a un problème. Après, j'en ai entendu dire, oui, mais ce n'est pas notre problème. Mais en tant qu'être humain, c'est notre problème. L'engagement de Rokia Traoré ne s'arrête pas aux frontières du Mali. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'a nommée ambassadrice de bonne volonté régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. On ne peut pas se limiter à construire des murs et garder ces personnes dehors. Ce sont des êtres humains. Si nous sommes censés être intelligents, pourquoi nous sommes ceux qui font le plus de mal autour de nous et qui détruisons le plus? Quelle est cette forme d'intelligence qui mène à ça et qui nous mène même à nous rejeter nous-mêmes, à traiter d'autres parmi nous comme s'ils étaient rien? Le combat de Rokia Traoré sera long. Selon l'ONU, plus d'1 million de réfugiés auront besoin d'être relocalisés en 2017, soit 72% de plus qu'en 2014. On parle toujours de la situation des réfugiés sur le continent. Près d'1 million de personnes fuient le conflit en Centrafrique n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. La moitié vit à l'extérieur du pays, mais le reste vit dans des camps de déplacés à quelques kilomètres de leurs anciennes habitations. L'ONG Oxfam redoute une baisse des donations des bailleurs. Suivons plutôt. Moi, j'aimerais retourner chez moi parce que ici, là, il y a tout un tas de désordre. Les enfants ne sont pas bien éduqués. Ils ont de la peine à étudier et nous aussi nous avons de la peine à dormir. Donc nous avons le problème d'insécurité pour aller chercher de quoi manger aux enfants. Donc c'est bien que la sécurité rétablie et on sort pour aller chercher du travail à faire. Ici, là, les familles qui se trouvent dans ce temple-là, le nombre sont au nombre de... Nous sommes au nombre de 10. Il y a 10 familles de chaque ménage. Et moi, dans ma chambre, on est au nombre de 12. C'est vrai qu'il y a une modification dans l'espace politique qui donne beaucoup d'espoir de stabilisation, mais il est important de rappeler la continuité des besoins humanitaires dans des lieux à forte concentration de personnes qui sont des déplacés. Aujourd'hui, le pays compte encore 418 000 personnes déplacées à travers le pays et dans près de 106 sites. Il est crucial aujourd'hui de continuer à accompagner ces personnes. Alors, on parle de l'accès à l'eau, mais on pourrait aussi parler des abris qui sont en fait désuets. Donc ça fait quoi? Ça fait plus d'une année que les gens n'ont pas été, ces abris n'ont pas été renouvelés. Le besoin d'accompagner les gens dans leur lieu de retour ou bien dans des lieux alternatifs de relocalisation, mais aussi la nécessité de continuer d'assister ceux qui, parce qu'ils ne pensent pas encore que les conditions sont réunies, n'ont pas encore quitté les sites. Et ça, c'est un message qu'on doit adresser aux bailleurs, mais aussi aux autres acteurs, parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a presque plus d'assistance
dans les sites de déplacés. C'est assez pénible pour ces personnes. Hors du continent, on parle toujours de réfugiés à Hong Kong. Une organisation non gouvernementale Freedom aide des réfugiés à évacuer leurs différents traumatismes liés à leurs conditions en pratiquant la course à pied. Courir pour se libérer. À Hong Kong, une ONG permet à une trentaine de réfugiés d'échapper à leurs conditions le temps d'un jogging. La plupart d'entre eux sont des survivants de guerre ou de torture qui ont fui leur pays. Ces réfugiés n'ont accès à aucune aide psychologique ici à Hong Kong. Donc la course à pied, c'est juste un moyen très simple de les aider à se sentir mieux et à surmonter leur traumatisme. Parmi eux, Naina. Elle refuse de parler des raisons qui l'ont poussée à fuir son pays, mais elle confirme à quel point courir aide le groupe à se sentir mieux. Ils oublient leur situation et combien la vie est dure ici. Ils oublient tout ça et ils pratiquent juste une activité physique. C'est bon pour leur santé et aussi pour le moral, pour tout. Ils ont certes trouvé la sécurité, mais en arrivant à Hong Kong, les réfugiés se retrouvent dans une sorte de prison dorée. Les autorités s'engagent en effet à ne pas les renvoyer dans leur pays si leur vie est menacée. Mais comme Hong Kong n'est pas signataire de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ces derniers n'ont aucun droit ici. Ils n'ont aucune chance de s'intégrer, ils n'ont pas le droit de travailler, ils ne peuvent pas se construire une vie. Et c'est un gros problème, parce que vous vous retrouvez avec des gens qui sont dans une zone grise juridique pour une durée indéfinie. Et ça a vraiment un impact sur leur mental. Naina est coincée dans ce flou juridique depuis 12 ans. Sans emploi et sans argent dans l'une des villes les plus chères du monde, avec seulement une petite aide matérielle du gouvernement. Mais grâce à l'aide d'ONG et d'associations, elle s'est plongée dans le yoga, au point d'en faire son futur métier. Quand je m'installerai ailleurs, je commencerai à travailler comme prof de yoga. C'est mon objectif, mon but principal dans la vie. Naina ne sait pas encore quand elle sera autorisée à quitter le pays. Comme elle, il serait plus de 11 000 réfugiés perdus dans les méandres administratifs de Hong Kong. 24 000 Britanniques, la plupart retraités, vivent dans la région de l'Algarve au Portugal. Ils sont peut-être loin de leur pays, mais le référendum sur l'Union européenne qui est prévu cette semaine en Grande-Bretagne les divise plus que jamais. Reportage. C'est un petit village anglais perdu au Portugal. L'Algarve et ses 24 000 Britanniques, la plupart retraités, sont peut-être loin de leur pays, mais le référendum sur l'Union européenne les divise plus que jamais. Kerry Bradley les connaît bien. Elle est anglaise et journaliste à Lagoa pour The Portugal News, le journal anglophone local. On a à peu près le même nombre de personnes entre ceux qui sont en faveur du Brexit et ceux qui souhaitent rester au sein de l'Europe. Mais le sentiment général, c'est « attendons de voir », car de toute façon, quoi qu'il arrive, les choses mettront du temps à se mettre en place. Soleil, plage et 35 golfs, un petit paradis donc pour cette communauté qui ne voudrait pas que ce référendum vienne bouleverser leur vie de farniente. Mark Stilwell vit ici depuis de nombreuses années. Son père a construit en 1966 le premier golfe de l'Algarve. Les plus vieux d'entre nous ne sont pas très contents de ce qu'est devenue l'Europe. Ils en ont marre et souhaiteraient un Brexit. Mais parmi les Britanniques impliqués dans l'économie locale, ceux qui ont fait des affaires ici, la tendance est qu'ils souhaiteraient rester dans l'Europe. Pour Fred Phillips, qui a créé sa société de design et communication, le manque d'informations sur les conséquences d'un Brexit reste un problème majeur. Je pense que la Grande-Bretagne devrait rester dans l'Europe et que cela serait meilleur pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas non plus la fin du monde. Je vis au Portugal, donc moi je suis heureux. Plus que pour leurs compatriotes restés au pays, le référendum en cas de sortie de l'Union européenne changera leur quotidien bien tranquille dans le sud du Portugal. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur UDN TV.